Chapitre 1. Graziella. Graziella tenait boutique sur le boulevard Saint-Martin, à 2 pas du théâtre du même nom. Les spectateurs qui fréquentaient l'établissement ou les chalands qui se promenaient sur les grands boulevards pouvaient remarquer la plaque de marbre noir. Elle avait beaucoup insisté sur le matériau employé, sur laquelle était gravé en grosses lettres d'or « Graziella, médium, art divinatoire ». Suivez en petits caractères tarot, mare de café, boule de cristal, bureau second étage. La plaque était fixée sur le chambranle en pierre ancienne de l'entrée d'un immeuble du XIXe siècle qui encadrait une porte en chêne à double ventail. La bâtisse, dont on avait conservé l'aspect d'origine, se donnait un petit air d'époque et de mystère qui convenait très bien à son activité. Il y avait 12 ans maintenant qu'elle exerçait ce qu'elle appelait pompeusement sa vocation, et son succès du début ne s'était jamais démenti. Elle était pourtant inquiète, car il y avait plusieurs mois qu'elle n'avait pas été visitée par ses habituelles visions prémonitoires. D'une certaine façon, elle n'en était pas vraiment malheureuse, car quand elle surgissait, c'était toujours avec une telle violence, et elles étaient si souvent révélatrices de vérités douloureuses qu'elle la rendait malade. Plusieurs heures s'écoulaient parfois avant qu'elle ne retrouve son calme et ne puisse analyser leur contenu. Le plus difficile à accepter était qu'il s'en dégageait immanquablement une authenticité si évidente qu'elle ressentait comme un devoir de tenter de protéger les individus concernés. S'il s'agissait d'un de ceux ou celles qui fréquentaient son officine, elle ne manquait jamais de les prévenir en prenant les plus grandes précautions et en essayant de les orienter vers une voie qui les éloignerait le plus possible du malheur. Pourtant, elle devait avouer qu'elle n'avait pratiquement pas de prise sur le déroulement des événements annoncés, tout au plus préparait-elle ses consultants à ce qui allait survenir dans leur vie. Elle avait toujours désiré éviter l'emphase des dénominations couramment employées dans sa profession et s'éloigner le plus possible de la théâtralisation de ses interventions. Elle était cependant persuadée d'être un authentique médium et que son don n'était dû ni au hasard ni au caprice de sa volonté, mais lui venait bien d'une puissance dont l'origine se situait au-delà du monde réel, qu'il avait choisi pour accomplir une mission particulière. Elle n'était guère religieuse et évitait de se référer ouvertement à Dieu, aux forces de la nature ou à quelques entités célestes, peut-être même sataniques, peu importe le nom que l'on pouvait leur donner. Quand survenait une émotion trop forte, annonciatrice de grandes catastrophes, telles que le tsunami du Japon ou le tremblement de terre de Katmandou qu'elle avait pressenti et sur lesquels elle n'avait aucun moyen d'agir. Elle maudissait cette aptitude particulière de son cerveau, se sentait possédée et priait, elle ne savait trop qui, d'en être débarrassée. En d'autres occasions, elle aimait considérer l'apparition de ces prémonitions comme une bénédiction et s'en servait pour panser quelque plaie à la détresse qui lui était confiée. Pour être tout à fait honnête, elle n'aurait pu affirmer avec certitude, dans la plupart des cas, que sa vision était la véritable cause de sa réussite à éloigner son patient de son funeste destin, ou si ce résultat émanait de la faculté innée qui la caractérisait, cet indéniable talent à pénétrer dans l'esprit des gens, combiné à un sens aigu de la psychologie de ceux qui entraient dans son cabinet. Elle n'eut pas d'effort à fournir pour se souvenir de la séance de ce matin même. Elle revoyait ce que lui avait gentiment déclaré sa dernière visiteuse. « Je ne vous remercierai jamais assez, Madame Graziella, pour le réconfort que vous m'avez apporté », lui avait-elle déclaré en glissant dans sa main l'habituel billet de 50 €. Sur l'instant, Graziella avait souri en laissant s'installer dans son esprit
une pensée indélicate. Encore un pigeon facilement plumé. Elle s'était sentie immédiatement honteuse de cette réaction primaire et avait sincèrement regretté cette mauvaise pensée. Il était évident que les astres ne lui avaient rien révélé ce jour-là du destin de sa visiteuse, mais après tout, Madame Foucault, une cliente assidue, était repartie heureuse et rassurée, alors elle n'avait pas à rougir de ses actes. Le prénom de Graziella ne lui venait pas du nom de baptême donné à sa naissance. Dans sa vie passée, elle se prénommait plus prosaïquement Madeleine. Elle avait choisi ce nouveau prénom lors d'un voyage à Venise, organisé par le club des médiums dont elle faisait partie. C'était à l'occasion d'un salon de la voyance qui se déroulait dans cette cité. Au terme de cette manifestation, les participants avaient eu tout loisir de visiter longuement la cité des Doges, qui méritait bien son autre appellation de Sérénissime. Découvrir la place Saint-Marc, le palais des Doges ou le pont Rialto, naviguer en vaporetto sur le Grand Canal et se rendre en gondole jusqu'à Murano pour y apprécier les souffleurs de verre fut un grand plaisir. L'avant-dernier jour, les congressistes avaient fait une incursion à Palestrina. Cette cité située sur la lagune de Venise est aussi le cordon littoral entre le port de Chioggia et celui de Malamocco qui sépare la lagune de l'Adriatique. Dans ce paysage naturaliste à la végétation méditerranéenne, où vivent et travaillent les pêcheurs et dentelières, les femmes de Palestrina, avec leurs dentelles au tombolo, ont souvent été les inspiratrices de Goldoni. Des dizaines de vongolari, bateaux consacrés à la pêche à la palourde, alignés en longues rangées côté intérieur de l'étroite péninsule, étaient baptisés de noms fleurant bon l'Italie, Concordia, Serena, Assunta et bien d'autres. Un jeune garçon qui passait près du groupe désigna du doigt une embarcation un peu à l'écart et s'écria « Graziella! Graziella !» Ce mot à l'accent chantant l'enchanta, elle adopta immédiatement. Désormais, elle s'appellerait Graziella. « C'est mon pseudo. Vous ne trouvez pas qu'il sonne bien à l'oreille, comme ceux des vedettes de cinéma ?» aime-t-elle à dire, non sans quelque fierté. Au cours de sa vie de phytoniste, elle avait connu beaucoup de succès, mais aussi de nombreux échecs qui lui avaient toujours laissé un goût amer dans la bouche et des regrets qui ne s'effaceraient jamais de sa mémoire. Elle s'était trouvée confrontée à des situations souvent compliquées et même quelquefois particulièrement tragiques, où la vie même de ceux qui sollicitaient sa clairvoyance pouvait être en danger. Dans ces circonstances, elle avait développé un sixième sens et souvent retourné des situations qui semblaient désespérées. Mais jamais ces dons ne lui avaient été plus pesants, plus complexes à gérer qu'à l'occasion d'une rencontre improbable, au cours de laquelle aucun des deux protagonistes de l'histoire n'avait sollicité son avis et devant laquelle elle était restée désarmée. Elle avait même, à la funeste conclusion de ces dramatiques événements, envisagé un moment de se retirer de ce métier. Mais revenir en arrière, et ce pour de multiples raisons, lui était impossible. Elle n'avait pas toujours pratiqué l'art qui aujourd'hui lui avait apporté bonheur, argent et considération. N'avait-elle pas été interviewée par une journaliste connue de la télévision? Après des études courtes, interrompue prématurément à cause du manque de moyens financiers de sa famille, elle avait longtemps végété dans des petits boulots sans gratification intellectuelle et avec de faibles émoluments. Ce furent des années très dures au cours desquelles l'avenir lui paraissait totalement bouché et sa vie sans espoir d'amélioration. Quand arrivèrent ses 20 ans, censée être la période la plus belle de sa vie,
Son unique plaisir se résumait à aller danser chaque fin de semaine, soit dans les boîtes de nuit parisiennes en hiver, au mieux dans les guinguettes du bord de Marne à la belle saison. Elle affectionnait plus particulièrement un établissement renommé chez les danseurs de tous horizons, qui avait comme enseigne le nom de son premier propriétaire, chez Gégène. Il était situé sur le bord de la Marne, rivière qui traversait la petite ville de Joinville-le-Pont. C'était un de ces dimanches, comme on aimerait qu'il y en ait plus souvent. Elle n'avait pas de gros efforts à faire pour se souvenir de ce jour unique parmi tous les autres. La nature en effervescence célébrait le retour du printemps. Elle habillait les platanes qui ombrageaient les bords de l'eau de vert cru, l'herbe sur la rive avait poussé dru, et des milliers de fleurs sauvages en faisaient un tapis coloré sur lequel des dizaines de promeneurs venaient pique-niquer ou se reposer des soucis de la semaine, allongés sur des plaids étalés sur le sol. Elle ignorait encore, en débarquant du bus qui la menait du terminus du métro, que les destins lui réservaient pour ce jour-là une surprise de taille. Pourtant, cela ne l'avait pas empêchée, comme elle en avait l'habitude, de soigner sa mise. Elle était belle à croquer dans une petite robe à froufrou, dénichée dans une échoppe du marché du Temple, dont le volant cachait à peine ses genoux et qui mettait en valeur de longues jambes fines. En dehors du plaisir de venir en ce lieu satisfaire son péché mignon, elle avait d'autres raisons pour être d'humeur joyeuse. Depuis un an déjà, lassée de sa vie médiocre, elle avait décidé de prendre son destin en main. Elle s'était inscrite au cours Pigier, renommé à l'époque, qui avait formé des milliers de jeunes filles ou femmes sans qualification. La formation distribuée par cette école lui avait plu et elle avait réussi à passer un diplôme de sténodactylo. Devant ce succès inespéré, elle avait persévéré jusqu'à obtenir celui de secrétaire de direction qui lui avait permis dans la foulée d'être rapidement recrutée par le PDG d'une grosse affaire d'import-export installée au centre de la capitale. Elle fréquentait souvent cette guinguette et connaissait la plupart des danseurs habitués des lieux, ainsi que les deux accordéonistes et le batteur, qui, pleins de dynamisme, les entraînaient sur la piste. Elle avait pour habitude de pratiquer un rite immuable, qui la distinguait des autres amateurs de danse. Elle changeait de partenaire à chaque série, afin de toujours avoir le meilleur dans la catégorie. Ce jour-là fut différent des autres. Dès son arrivée, alors qu'elle faisait le tour de la salle afin de saluer tous ceux qu'elle connaissait, elle nota la présence d'un inconnu qui se tenait debout, appuyé au bar. Lui aussi l'avait remarqué. Aussi à peine retentissaient les premières mesures de la série de valses qui ouvrait traditionnellement le bal, qui s'était arrangé pour se trouver près d'elle et l'avait invitée. Il s'appelait Jeannot, avait un visage d'ange, une minceur athlétique et évoluait comme un dieu sur la piste. Tout ce dont elle avait rêvé depuis toujours. Pour la première fois de sa vie, elle resta dans les bras du même partenaire tout au long de l'après-midi. Ils étaient rapidement devenus inséparables. C'était un garçon gentil, serviable et amoureux comme un fou de sa Madeleine. Il était plein de rêves concernant son avenir et bâtissait sans arrêt des châteaux en Espagne. Son unique défaut, celui qui gâchait sa vie et provoquait ses éternels atermoiements devant les difficultés, était pathologique. L'indécision chronique qui le caractérisait lui avait tout à jamais fermé les portes du succès et en avait fait un authentique loser. Cependant, Madeleine le voulait si fort de son bel amoureux que 6 mois plus tard, ils convolaient en justes noces et en dépit des déceptions qui avaient quelquefois terni le déroulement de leur vie commune, elle ne l'avait jamais regretté.
Quand il avait connu Madeleine, il faisait fonction de premier vendeur dans une librairie renommée, dont le propriétaire prenait de l'âge et commençait à évoquer une retraite bien méritée. Jeannot était persuadé que son patron, qui l'appréciait beaucoup, lui permettrait de reprendre le flambeau en lui cédant son commerce. Las, le temps passait et l'homme ne parvenait pas à se déterminer. Quand il se décida enfin, sa résolution ne souffrait plus d'attente. Elle fut brutale et prit Jeannot par surprise. Certes, son patron, comme prévu, lui avait proposé avant tout autre de reprendre l'affaire, mais il fallait faire vite, sa santé en dépendait. Jeannot, l'indécis, hésita, comprit enfin que c'était une toute autre affaire que de rêver une situation et de s'en retrouver face à face, et qu'il y avait loin de la coupe aux lèvres. En dépit des conseils avisés que lui pourvoyait Madeleine qui le poussait à l'action, il tergiversa tant et si bien que ce fut un autre, étranger à l'entreprise, qui rafla la mise. Jeannot, dépendant d'un nouveau chef débarqué avec toute sa morgue et de nouvelles méthodes de gestion, ne s'en remit jamais. Il aurait aimé quitter l'entreprise, mais il n'en eut pas le courage et continua à végéter, s'enlisant peu à peu dans l'ennui, en ressassant éternellement ses regrets. Il vécut une période difficile, il s'étiolait doucement dans ce boulot qu'il avait cessé d'aimer. Son désintérêt croissant finit par être remarqué et sa cote diminua, jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'il n'avait plus aucun espoir de progresser dans la société. Jusqu'où serait allée sa déchéance? Nul ne le sait. Si un jour d'août, alors qu'avec Madeleine, ils avaient pris 2 semaines de vacances, près de la Baule sur la côte atlantique, le destin ne s'en était mêlé. La saison était idéale et le salaire de Madeleine, sans être mirobolant, mais géré avec soin par la jeune femme, leur avait permis de s'offrir un séjour de 15 jours tout près de cette station balnéaire renommée. Il faisait beau et chaud et chaque jour ils allaient à la plage. Dès leur arrivée, Jeannot, qui adorait nager, se précipitait dans les vagues. Madeleine préférait s'allonger sur le sable et profiter du soleil. Elle rêvassait depuis un moment et pensa soudain qu'elle n'avait pas revu son mari depuis un long moment. Une inquiétude larvée la poussa à s'asseoir afin de tenter de l'apercevoir au milieu des autres baigneurs. Ce fut à cet instant qu'une grande femme blonde passa près d'elle, se dirigeant vers les flots. C'était une jolie personne, grande et élancée, qui avançait d'un bon pas vers l'océan. Madeleine ne lui aurait certainement pas prêté attention, autre qu'esthétique, si, brusquement, en dépit de la brûlure du soleil, un froid glacial ne l'avait envahi. La seconde suivante jaillit dans son cerveau l'image de cet inconnu luttant au milieu des eaux pour remonter vers la surface, puis son visage exangu privé de vie. Cette vision étrange, qu'elle éprouvait pour la première fois de son existence, ne dura que quelques secondes. Puis tout redevint normal. Le soleil chauffa à nouveau son corps et le cauchemar disparut. Madeleine s'ébroua, encore tout étourdie, et se laissa à nouveau tomber sur le sable. Elle avait un mal de tête carabiné. Voilà ce qui arrive quand on en reste trop longtemps exposé, pensa-t-elle en déployant le parasol jusque-là resté fermé. On ne m'y reprendra plus. Jeannot revint bientôt près d'elle, tout heureux de sa baignade. Bien qu'elle fût tentée de lui raconter sa vision, quelque chose la retint par peur du ridicule peut-être. Les choses auraient pu en rester là si soudain une grande agitation n'avait envahi la foule qui s'ébrouait près des flots. Les gens se précipitaient vers la mer, quelqu'un cria. « Une femme vient de se noyer! On vient de la sortir de l'eau !»
Madeleine sentit son cœur chavirer. Sans réfléchir, sous le regard éberlué de son époux, elle courut à son tour vers la mer. Elle ne voulait pas y croire, et pourtant, après avoir louvoyé parmi les curieux amassés près de la victime, elle dut se rendre à l'évidence. C'était bien le corps de la femme blonde qui gisait sur la grève. 2 maîtres nageurs penchés sur le visage livide de la victime tentaient désespérément de la ranimer. Madeleine resta là, scotchée à quelques pas, jusqu'à ce que les sauveteurs constatent avec tristesse qu'ils ne pouvaient plus rien faire pour elle. À compter de ce jour, plus rien ne fut jamais pareil. Dans les semaines et les mois qui se succédèrent, à plusieurs reprises des visions prémonitoires concernant des gens de son entourage ou qui travaillaient dans la même société, toutes avérées par la suite surgir dans son cerveau. Sincèrement convaincue de ses dons, elle décida d'en faire profiter les autres. Elle quitta son travail sans regret et ouvrit une petite officine de voyance. Elle étudia des différentes manières de faire des prédictions, tarot, boule de cristal, marc de café, et se fit rapidement une flatteuse réputation. Les clients, surtout des clientes, se précipitèrent et lui assurèrent de confortables revenus. Environ 1 année après son installation, ses visions avaient totalement disparu. Elle en fut très perturbée, mais elle fit contre mauvaise fortune bon cœur. Revenir en arrière et retourner se confronter au travail de bureau ne l'enchantait guère. D'autant plus qu'elle ne doutait pas de son flair, pas plus que d'être assez psychologue pour deviner les soucis et les désirs secrets de ceux qui la consultaient. Elle continua donc et finit par se persuader que ses visions, ouverture sur le destin des autres, n'avaient été qu'un épiphénomène qu'elle ne pourrait jamais expliquer. Elles revinrent pourtant à intervalles irréguliers, lui rappelant chaque fois qu'elle n'existait pas seulement dans son esprit à l'imagination fertile. Cela faisait maintenant une bonne dizaine d'années qu'elle exerçait cette activité et y gagnait largement sa vie. Heureusement, pensait-elle souvent, car si elle devait compter sur son mari, il ne serait pas souvent à la fête. Car, au fur et à mesure que sa propre affaire progressait, Jeannot se désintéressait de plus en plus de son travail de vendeur. Quand il arriva au terme d'eux qu'il pensait supportable, il donna sa démission et de son propre chef se transforma en une espèce de secrétaire de son épouse qui prenait des rendez-vous quand elle était absente et le reste du temps partait pour de longues promenades dans la capitale, au cours desquelles il continuait à bâtir des châteaux en Espagne. Cette nouvelle situation énervait quelque peu Madeleine. Elle aurait préféré qu'il se prenne en main au lieu de se laisser dériver sans vergogne dans le sillage de sa femme. Mais il était ainsi fait. Rien ne le changerait et elle aimait. Alors, sa renommée grandissait et la clientèle affluait. Afin de se diversifier, elle s'intéressa au Yiking, l'art divinatoire majeur des Chinois. Cette année-là, l'hiver avait été difficile, le froid, la neige et la glace n'avaient épargné personne. Elle avait petite mine et se sentait déprimée et très fatiguée. Elle avait besoin de se détendre. Au hasard des pages d'une revue, elle prit connaissance de l'existence de Voyage en Chine, une agence spécialisée dans les voyages dans cette partie du monde. Son désir d'évasion, combiné à son intérêt pour le Yiking, la décida. Elle ne pouvait deviner qu'elle ne découvrirait rien de nouveau sur cet art ancestral, ni qu'elle vivrait dans cette courte période la plus traumatisante des expériences qu'elle ait jamais vécues. Elle se rendit à cette agence et sans hésitation opta le jour même pour un voyage dans ce pays. Tandis qu'elle faisait une sélection des différentes possibilités de séjour,
son chemin croisa pour la première fois celui d'Arthur. Le jour de son inscription, le jeune homme était assis derrière un comptoir voisin du sien et s'entretenait avec une conseillère. L'objet de sa conversation était vraisemblablement la possibilité d'un voyage. Si le physique agréable du garçon n'avait pas attiré son attention, elle n'y aurait sans aucun doute pas prêté d'intérêt. À cet instant, elle était à 100 lieues d'imaginer qu'ils partageraient le même séjour dans l'Empire du Milieu. Cet instant resta pourtant gravé dans sa mémoire de manière indélébile. Elle avait terminé son enregistrement la première, et au moment où, se dirigeant vers la sortie, elle passa près de lui, ses visions se réveillèrent soudain. Une nouvelle fois, un froid intense l'envahit et un sentiment de frayeur la saisit. Dans son esprit en ébullition, ce fut l'image du malheur et de la mort en personne qui la frappa. Puis tout s'effaça et ne survécut que le sourire candide que le garçon offrait à son interlocutrice. Elle ne le revit que lors de la présentation du voyage organisé par l'agence quelques jours avant le départ. Il était assis non loin d'elle et rien ne se passa. Elle n'en fut pas pour autant rassurée. Ses intuitions s'étaient si souvent vérifiées. En un éclair, elle avait jauché, son instinct ne lui mentait jamais. Il ne lui fallut que peu de temps pour juger du comportement de ce garçon. Cet individu était un séducteur né, un de ces hommes que la nature avait dotés d'un charme dangereux, qui, sous son air innocent, cachait une redoutable propension à mépriser la gente féminine. Elle ne connaissait pas la raison qui pouvait justifier sa conduite, mais elle ne se serait approchée de lui pour rien au monde. Elle fut désagréablement surprise quand elle le vit arriver dans le hall d'embarquement. Ainsi, il va faire partie du voyage, pensa-t-elle, alors qu'elle percevait les effluves maléfiques qui l'entouraient. Le vol n'était pas encore terminé, qu'elle avait pu vérifier, et elle n'était pas la seule des femmes qui composaient leur groupe, la manière habile, fruit à n'en pas douter d'une longue expérience avec laquelle il avait séduit une des hôtesses. Au cours de la nuit, il avait quitté son siège depuis longtemps quand, poussée par une curiosité bien féminine, elle s'était rendue jusqu'au bar à l'arrière de l'avion. Elle arriva juste à l'instant où Arthur et la jeune femme sortaient de derrière un rideau qui devait dissimuler un endroit réservé au repos. Dans la seconde, elle n'eut aucun doute sur ce qui venait de se passer dans cet abri de fortune. Il venait tout simplement de faire l'amour. Tandis que la jeune Chinoise tentait de faire bonne figure, déplissant à la hâte la jupe de son uniforme, Arthur la contourna sans un regard et rejoignit sa place. Au passage, la main du garçon frôla légèrement son bras. Elle crut s'évanouir. La vague de glace qu'elle connaissait si bien l'envahit tout entière, suivie immédiatement par la vision apocalyptique d'un corps disloqué, consumé dans un immense brasier. Elle chancelait et dut se cramponner au dossier des sièges qui bordaient l'allée pour être capable de regagner sa place. Elle resta un long moment pétrifiée, perdue dans ses pensées. Déjà, elle regrettait amèrement d'avoir souscrit à ce voyage. Ce qu'elle venait de ressentir n'était pas de bon augure pour le reste du séjour. Son intuition ne l'avait pas trompée. Les jours qui suivirent ressemblèrent au cauchemar qu'elle avait imaginé. La dernière partie du vol se déroula sans autre incident. Elle avait fini par s'endormir et se réveilla de bonne humeur. Elle décida de mettre de côté l'inquiétude qu'avait soulevée sa découverte nocturne. Elle ne devait pas se laisser gagner par un pessimisme exagéré. Que ce garçon, après tout, mène sa vie comme il entendait, c'était son problème et pas le sien.
Le débarquement et le passage des contrôles se déroulèrent dans les meilleures conditions possibles. Arthur, qui avait été désigné comme responsable du groupe, avait au moins une qualité. Il dirigea la manœuvre de main de maître. Il lui parut tout à coup beaucoup plus sympathique. « Ne porte pas de jugement hâtif sur les gens, ma fille. Contente-toi de t'occuper de tes propres affaires et tout ira pour le mieux, se réprimanda-t-elle. Cette vague d'optimisme, qui lui faisait le plus grand bien, ne dura malheureusement que l'espace du temps qu'il fallut pour sortir de l'aéroport. Quand elle serra la main de Siyahe, la charmante jeune femme qui allait leur servir de guide, le même malaise que la nuit précédente la submergea. Elle avait peine à respirer. Paralysée par la peur qui annihilait toute volonté, elle resta muette, incapable de répondre aux paroles de bienvenue qui lui étaient adressées. Elle commençait à peine à retrouver son sang-froid quand Arthur surgit, se présenta et prit à son tour la main que lui tendait Siyahe. La rencontre des deux jeunes gens resta à jamais dans sa mémoire. Ce fut comme une explosion, un séisme brutal, une vision d'horreur, de malheur absolu, la sensation aiguë d'une fin du monde qui lui fit perdre tout contrôle. Une aura de malheur entourait ces deux êtres. Pour la première fois de sa vie, son corps refusa de livrer bataille. Elle vacilla, soudain, et tomba sur le sol, pâle comme une morte. On se précipita vers elle, mais elle fut rapidement relevée par Jeannot, son mari, qui, ayant l'habitude de ces crises, la prit dans ses bras et la porta jusqu'à un banc voisin. Déjà, la vision s'était évanouie. Elle reprit rapidement figure humaine et trouva les excuses adéquates pour expliquer son malaise, une mauvaise grippe qui l'avait handicapée tout l'hiver, aggravée par la fatigue accumulée au cours du vol. Ses couleurs retrouvées, un sourire rassurant éclairant son visage et quelques blagues bien senties dont elle avait le secret rassurèrent ses compagnons de route. Dans le creuset de ses pensées, il en allait différemment. En quelques secondes, elle venait de comprendre avec certitude que les jours qui allaient suivre ne seraient pas plus heureux que ceux vécus jusqu'à présent. Elle ne s'était pas fourvoyée dans les méandres d'une imagination débridée. À compter de cet instant, elle n'eut plus de repos. Chaque jour, ses visions jaillissaient avec une fréquence jamais égalée, plus terribles les unes que les autres, accaparant toutes ses pensées. Un profond sentiment d'impuissance la rendait hystérique, et quoi qu'elle fasse ou dise, elle sentait que la machine était lancée dans une course folle, qui entraînait inexorablement les deux acteurs dans cette tragédie vers l'abîme qui les engloutirait.